Bonjour, bienvenue sur France Info, il est 16h, voici les titres de ce journal. L'OTAN annonce de suspendre toutes ses missions d'entraînement en Irak après l'assassinat du général iranien Rassem Soleimani, tué hier dans un raid américain. Ses funérailles sous tension ont débuté ce matin à Bagdad, là où il a été tué hier. L'Iran promet de venger sa mort, nous en parlerons avec Frédéric Hainaut. En France, l'enquête progresse après l'attaque au couteau hier à Villejuif. Une personne a été tuée, 2 autres grièvement blessés. L'assaillant de 22 ans a été suivi pour des troubles psychiatriques. Et puis de la gourmandise à la fin de ce journal, vous en avez peut-être déjà commencé à manger de la galette. Nous verrons que la bonne vieille recette à la frangipane est toujours indétrônable. On débute avec cette image à l'aéroport de Bassora en Irak. Des Américains sont évacués du pays. Ceux que vous allez voir travaillent majoritairement dans le secteur pétrolier. Les États-Unis ont appelé tous les ressortissants américains à quitter l'Irak car le monde entier redoute une escalade de violence au Proche-Orient après l'élimination du général iranien Soleimani hier dans les rues de Bagdad. Ce matin, des milliers d'Irakiens ont crié « Mort à la mairie ». Funérailles du puissant général en grande pompe et sous tension alors que les États-Unis ont encore mené un raid cette nuit en Irak. Retour sur les faits avec Naïm Nayem. Les cercueils traversent une foule habillée de noir. Un cortège funéraire de milliers de personnes s'est formé dans les rues de Bagdad. Il s'agit des obsèques du général Rassem Soleimani et de 9 autres personnes tuées la veille en Irak. Dans la foule, certains scandent « Mort à l'Amérique » et appellent à la vengeance. Un peu plus tôt à Téhéran, le président iranien Hassan Rouhani s'est rendu au chevet de la famille du général décédé. Il était l'architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient. Il a été visé par un tir de drone américain. Un ordre donné par Donald Trump lui-même, le président américain. Selon lui, seul moyen d'éviter une attaque imminente contre des Américains. Notre action était pour mettre fin à une guerre. Nous n'avons pas agi pour commencer une guerre. De son côté, Téhéran promet une dure vengeance. La République islamique d'Iran est en droit de répondre à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. Et elle le fera. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a aussi appelé à des représailles. Hier, il s'était lui aussi rendu chez la famille du général pour lui présenter ses condoléances. Le général Soleimani, emblème de la révolution, était adoré d'une grande partie de la population. Alors Frédéric Hainaut, on a vu les images de la foule lors des funérailles. Il était tyrannien. Alors pourquoi était-il pleuré dans le pays voisin, l'Irak ? Il faut regarder une carte pour bien comprendre ce qui se passe au Proche-Orient. Alors sur cette carte, vous voyez en bleu la zone d'influence des sunnites. Les sunnites, eh bien c'est la branche majoritaire de l'islam. Et en jaune, vous voyez la zone d'influence des chiites. Les chiites, eh bien c'est un autre courant de l'islam. Ce sont les partisans d'Ali, le gendre du prophète. Alors cette rivalité, elle est ancestrale et en 2003, il se produit un événement qui va fortement contribuer à déstabiliser la région. C'est la chute de Saddam Hussein. Saddam Hussein, le président irakien chiite, jusqu'ici soutenu par les États-Unis, est brusquement lâché par les États-Unis. Une déstabilisation de la région qui provoque eh bien un nouveau rapport de force. À partir de ce moment-là, eh bien en Iran, eh bien, un homme, il s'appelle Soleimani, c'est ce général qui vient d'être tué. Eh bien, cet homme va renforcer l'influence des chiites dans toute la région. Il va soutenir les milices qui se trouvent au Yémen. Il soutient également les milices qui se trouvent à Gaza. Il soutient également celles qui se trouvent au Liban. Il joue un rôle non négligeable en Irak, mais également en Syrie, où il va trouver un allié de poids en la personne de Bachar al-Assad. À cela, on peut ajouter que dans cet axe, eh bien, il faut compter aussi sur l'allié traditionnel de l'Iran, la Russie. Quant aux États-Unis, eh bien, les États-Unis, eux, ils soutiennent de façon traditionnelle l'islam sunnite que l'on retrouve en Arabie Saoudite, ici avec le monarque Ben Salman.
et également ils soutiennent Israël, l'ennemi juré de l'Iran. On voit bien ici qu'en éliminant cet homme, Donald Trump, a desserré l'étau puisqu'il s'agit non seulement d'un général, mais véritablement d'un stratège, de l'artisan de l'influence grandissante de l'Iran dans tout le Proche-Orient. Merci beaucoup Frédéric. L'actualité nous emmène en Australie. Les évacuations se poursuivent dans le sud-est du pays, près de Melbourne et de Sydney. Les températures ont dépassé les 48 degrés et les vents violents attisent encore un peu plus le feu, de forêts encore hors de contrôle. 3000 militaires réservistes ont été déployés en renfort. Caroline Motte. Ces campeurs australiens n'ont plus le choix. Il faut s'enfuir. Cernés par des flammes hors de contrôle et dans une atmosphère étouffante. Déjà plus d'une vingtaine de morts en Australie et la situation empire. Les foyers actifs se concentrent dans le sud-est du pays. 6 millions d'hectares sont partis en fumée, soit 2 fois la taille de la Belgique. Sous un ciel rougi, les pompiers font ce qu'ils peuvent pour éloigner les flammes des habitations. Certains sont prêts à tout abandonner. Écoutez, j'espère qu'on ne sera pas touché, mais si on ne l'est pas, avec ce vent, ça touchera forcément d'autres personnes, car c'est tellement sec. C'est une catastrophe majeure. Nous hébergeons des amis qui ont tout perdu. 100 000 personnes ont déjà reçu l'ordre de quitter leur domicile, escortées par l'armée. On est vraiment reconnaissant de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. C'est pour ça qu'on est là. Chaque jour, les mêmes images. La marine australienne continue d'évacuer des rescapés. Direction Melbourne. À Sydney, aujourd'hui, le thermomètre a dépassé les 48 degrés. 2 postes électriques ont été détruits et c'est désormais une centrale qui est menacée. Les autorités redoutent des coupures de courant. Un retour en France où l'enquête avance après l'attaque au couteau qui a fait 1 mort et 2 blessés hier après-midi à Villejuif. L'assaillante de 22 ans, abattue par la police, souffrait de troubles psychiatriques. Il était suivi à l'hôpital Sainte-Anne. La procureure de Créteil devrait s'exprimer à 17h30. En attendant, les explications de Claire Colnet, Julien Abebsa et Antoine Husser. À cet instant, l'assaillant de Villejuif vient de frapper 3 passants, dont un mortellement. Sur le parking de ce supermarché, les policiers viennent de le neutraliser. Un employé filme la scène. Mais ils ont tiré 2 fois celui-là. Soudain, l'assaillant semble vouloir se redresser. Les policiers s'avancent. Ils craignent que l'homme soit équipé d'une ceinture d'explosifs. Il tire à plusieurs reprises. Puis ils envoient ce robot démineur. Aucun explosif n'est retrouvé, mais les témoins décrivent un homme particulièrement déterminé. Ils ont demandé à plusieurs reprises donc, de se mettre à terre, bras écartés. On les entendait qui criaient, qui lui demandaient d'obtempérer. En fait, la personne, je sais pas, elle bougeait, gesticulait dans tous les sens. Alors qu'elle était touchée. Alors qu'elle était touchée, ouais. Pourquoi Nathan C., 22 ans, a-t-il frappé des passants au hasard ? Pour l'instant, ses motivations restent troubles. À côté de lui, les policiers ont retrouvé notamment des documents religieux. Et certains témoins disent l'avoir entendu crier « Allahu Akbar ». Mais l'homme n'était pas fiché S, aucun signe de radicalisation n'avait été détecté. En revanche, il était connu pour des faits de droit commun et avait déjà été hospitalisé plusieurs fois pour des troubles psychiatriques. Selon des témoins, il aurait affirmé avoir interrompu son traitement médicamenteux. Dans le sud de Paris où il vivait, ses voisins disent n'avoir rien remarqué de suspect. Moi, c'est un garçon très gentil, poli, jamais de problème. Je comprends pas vraiment. Comment il peut faire ça au Villejuif hier? Vous avez rien remarqué de particulier? Non, c'est un gars très gentil. Pour l'heure, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. L'autre actualité, c'est aussi le mouvement de grève qui se poursuit autour de la réforme des retraites. 31e jour de grève et alors que 2 manifestations nationales sont prévues la semaine prochaine, un appel à des actions locales a été lancé aujourd'hui partout en France. On voit cela avec Claire Coach. Tous ensemble, grève! Au cri de grève, ces enseignants continuent leur mobilisation de peur de perdre beaucoup sur leur retraite avec la réforme.
Actuellement, pour ma pension est calculée sur les 6 derniers mois de salaire et elle le sera sur la totalité de ma carrière. Donc tout le monde comprend que sur la totalité de la carrière, ça va diminuer les pensions. Les calculs qui sont faits à l'heure actuelle, c'est entre 800 et 1000 euros de pension en moins. Je parle par mois, bien entendu. Vous avez des enseignants qui sont motivés, qui vont continuer de se mobiliser, qui veulent démasquer le gouvernement sur son entreprise de casse sociale, de casse des retraites. Dans l'Hérault, cette opération sensibilisation des automobilistes à ce péage. Allez, une bonne route, toujours pour les retraites, informez-vous. Les gens disent bon courage, ne lâchez rien, c'est sympa quoi. C'est sympa, c'est très rare les gens qui ou qui ne prennent pas le tract ou qui protestent. On sait qu'il y a quand même 75% de la population qui demande au gouvernement de faire un geste et de négocier. Hein. Donc il y a un capital de sympathie qui est énorme parce que tout le monde est concerné tout simplement. Toutes les catégories socio-professionnelles. À Paris, c'est tambour-bâton que les manifestants déguisés en Gaulois réfractaires sont redescendus dans les rues de la capitale. La mobilisation et les grèves doivent se poursuivre la semaine prochaine, avec notamment une grande manifestation prévue jeudi à Paris. Alors, depuis le 5 décembre dernier, cette grève fait des victimes collatérales, les commerçants dans les gares notamment. Faute de clients, certains vont devoir mettre la clé sous la porte. Illustration à la gare Saint-Charles à Marseille avec Valérie Chénine et Xavier Scheffenecker. Noël 2019 n'a pas été bien généreux avec les commerçants de la gare Saint-Charles. Les allées désertiques s'animent un peu ce matin, mais la fréquentation n'est pas comparable avec les grands rushs des retours de vacances. Les boutiques impactées l'an dernier par le mouvement des Gilets jaunes accusent une baisse de leur chiffre d'affaires particulièrement sévère. Cette parfumerie réalise d'ordinaire son plus gros chiffre en fin d'année. Il est prévu normalement que courant l'année, on devrait fermer nos portes. Le marchand de journaux a recours au chômage technique et les commerces de bouche attendent des jours meilleurs. Pour l'instant, on n'a pas baissé l'effectif, parce qu'on espère que le trafic reprendra son cours normal, parce qu'on ne tient pas au courant spécialement de l'avancée de la grève ni de l'évolution. Le cafetier annonce une perte de chiffre d'affaires de plus de 60%. Ça devrait être plein, surtout le matin, ça fonctionne très bien. C'est vraiment une grande file d'attente, on n'arrête pas de travailler. D'ailleurs, j'aurais pas eu le temps de faire l'interview ou de faire quoi que ce soit. Ça nous arrive vraiment de fermer plus tôt, d'ajuster justement les horaires en conséquence de la grève. Le conflit à la SNCF dure depuis 1 mois et les commerçants dont l'activité dépend du trafic ferroviaire craignent qu'il s'éternise. Lundi, ce sera l'épiphanie. Qui dit épiphanie dit galette des rois, une tradition à laquelle beaucoup sont attachés. Depuis quelques années, la frangipane n'a plus le monopole des recettes. D'autres recettes plus originales garnissent les étals des boulangeries, mais ça ne plaît pas toujours aux grandes dames de certains chefs pâtissiers. Daniel Jenner et Séverine Neugelmann. La galette des rois, c'est une institution. Des gestes précis, répétés à l'envi, et normalement de la pâte feuilletée et une frangipane. Enfin, normalement. On est vraiment sur une galette revisitée. Donc on a travaillé sur la praline rose avec le praliné avec la noisette du Piémont. Donc on est sur une brioche feuilletée qui sera pour 6 personnes. Brioche feuilletée au pralin, galette au chocolat ou galette pomme tatin caramel, Lilian Bonnefoy, célèbre chocolatier et chef pâtissier de l'Eden Rock, ne recule devant aucune création pour changer de l'ordinaire. Les gens aiment beaucoup aussi l'originalité avec au bout de la 2e, 3e galette qu'ils mangent, ils ont envie aussi d'essayer des nouveaux parfums, donc ça nous permet de nous évader un peu du moment que la base de la galette est toujours là. Une fève, la base et un peu de pomme pour l'acidité. Chez Christian Cottard aussi, on aime jouer avec les codes. Et pourtant, à la vente, 9 galettes sur 10 sont traditionnelles. Au grand regret du chef, toutes les innovations ne marchent pas. Et celle que j'ai préféré faire et manger, l'Occitane, c'était une frangipane avec du miel, avec des pruneaux d'Agen à l'intérieur et un petit peu d'Armagnac. Donc ça, c'était extraordinaire. Cependant, c'est plus difficile à vendre. On est dans une fête traditionnelle, donc c'est la tradition qui l'emporte, et de loin. Classique ou moderne, une charte engage les pâtissiers à respecter une règle sacrée. Pas de galettes en dehors du mois de janvier. Pour le reste, bon appétit.
Et du sport pour finir avec un résultat de football, un exploit que seule une Coupe de France peut nous offrir. C'est une première dans l'histoire pour un club réunionnais, la Sainte-Pierroise dans le championnat. Et l'équivalent d'une 6e division se qualifie pour les 16e de finale de la compétition. Victoire 2-1 contre Niort, équipe de L2, but de la victoire signé Ryan Conti. Tout de suite, le rappel de l'information en direct de la maison de la radio avec Guillaume Fariol. À tout à l'heure. Presque un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le PDG de l'entreprise doit répondre aux questions de la commission d'enquête du Sénat cet après-midi. Il sera auditionné à partir de 15h30. Avant cela, audition devant les députés. Le patron du groupe américain se dit prêt à financer des indemnisations pour les agriculteurs qui en ont besoin. Aucun chiffre annoncé. Les agriculteurs qui manifestent depuis ce matin, des opérations escargots sur plusieurs autoroutes, des rassemblements.